s'apprête à vivre un raz-de-marée parce que les attaques vont se sophistiquer très violemment dans l'année qui vient. Ça, c'est une nouvelle tendance en ce moment. C'est ça commence sur Tinder, ça t'amène sur WhatsApp, ça t'envoie sur le web. L'IA, ce que ça change, c'est qu'aujourd'hui, si je veux t'attaquer toi, il y a une étape préliminaire dans une attaque qui s'appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence. La deuxième étape post-OSINT, c'est le prétexte. Le prétexte, c'est le scénario que je vais utiliser pour t'attaquer. Devine quoi? L'IA est hyper fort pour les deux. Arrive à faire très bien. Je parcours 70 sites qui parlent de toi, je récupère toutes les infos possibles sur toi, je récupère ta photo de profil, je récupère où tu habites, je récupère mon mail perso, le nom de tes employés, et je vais attaquer un de tes employés pour potentiellement cloner ta voix de YouTube, désolé. Tout ça automatisé en quelques secondes. Plus je passe de temps aux États-Unis, plus j'aime mon pays. Je me rends compte que les Américains, ils ont leur American Dream, tu vois, mais on peut aussi nous avoir un French Dream qui est le contre-pied de l'American Dream, qui globalement est dans une quête perpétuelle d'argent et surtout de possession, tu vois. Peut-être que nous on peut avoir un French Dream qui dit, bah en fait on vous emmerde, c'est pas ça le kiff. Le kiff c'est le petit verre de vin naturel à 19h au soleil en terrasse et pas vos villes où t'es juste en voiture toute la journée quoi. Il n'y a pas 10 000 manières d'annoncer une mauvaise nouvelle. Je voulais vous annoncer qu'on a appris le décès de Billy Chevalreau, le fondateur de The French Viking, que je connaissais depuis ses débuts, que vous avez peut-être découvert en tout cas dans nos médias, dans son témoignage, c'était l'épisode 4 de Planté. Il est décédé. C'est l'histoire de toute manière de la vie. En tout cas, c'était un être solaire qui avait à cœur de partager ses succès comme ses erreurs. Donc, merci à lui pour ses témoignages. Et si ça vous intéresse et que vous ne le connaissiez pas, eh bien, vous pouvez écouter l'épisode 4 de Planté. Bon, il n'y a pas 10 000 manières non plus de faire une transition pour accueillir mon invité du jour, Benjamin Netter. Hello. C'est pas la meilleure manière de t'accueillir. Petite pensée pour Billy et sa famille. Je suis navré. Je suis content de pouvoir avec toi plonger dans l'univers assez fascinant de la cybersécurité. Trop bien. Tu as fondé Riot. Avant ça, tu étais aussi un des cofondateurs d'October. Ouais. On pourra peut-être parler des deux, des apprentissages de l'un et ce qui t'a amené avec Riot, les enjeux sur lesquels aujourd'hui tu planches. Ce qui t'empêche peut-être de dormir la nuit. En tout cas, tu m'as promis un échange sans fausse pudeur, sans bullshit. Ouais. Avec plaisir, malgré les instructions que j'ai reçues de ma VP People de ne pas tout dire, essayer de mettre un minimum de filtre. Ouais. Histoire de ne pas finir en prison. Et voilà. Oh là, ouais, on en est là. Donc, écoute, je vais chercher. Et si tu finis en prison, c'est que j'ai bien bossé alors. Bah, tu passeras me voir. Je t'amènerai des oranges. Oranges. Si ça te va, on ouvre officiellement ton 40 nuances de Next après ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. T'es passé par le Y Combinator aussi, je sais qu'on en parlera, ça date. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu jeune à l'époque. Ouais, tu fais encore jeune. Hein. C'est gentil, merci. Tu fais encore jeune. Aujourd'hui, tu m'as dit que tu livrerais tout, y compris les chiffres. Ouais, pourquoi pas. C'est un chiffre d'affaires d'à peu près 20 millions. Ouais. Rentable? J'ai plus le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a brûlé 1 million l'année dernière. Ok. Ensuite, on a pris des nouveaux bureaux, donc le million qu'on a brûlé, c'est la caution. Okay. Donc je me dis que c'est de l'argent qu'on finira par récupérer, j'espère. Ouais, c'est de l'investissement. Mais ma VP Finance m'a aussi donné cette instruction de plus dire qu'on était rentable. C'est intéressant parce que souvent, derrière l'entrepreneuriat, il y a cette idée qui est en partie vraie, mais aussi en partie fausse, qu'on est libre. Ouais, exactement. Et maintenant, je suis bridé. Voilà. Ouais. Tu recrutes des gens qui te donnent des conseils et que tu dois suivre. Voilà. Que tu dois, et puis que tu es parfois content de suivre. Je suis ravi de mon équipe, donc s'ils sont avec moi, c'est aussi pour que je prenne leurs conseils. Donc écoute, je vais suivre leurs conseils. Mais c'est quand même pas facile de pas pouvoir tout dire. Tout dire, ouais. En général, je suis assez sans filtre, alors j'essaye de faire attention quand même à ce que je dis. Je parle aussi très vite, donc j'ai des instructions de parler plus lentement. Écoute, on peut prendre tout le temps que tu veux, ce qui permet à la pensée de se construire en parallèle des mots.
Mais quel impact à dire ce qu'on ne peut pas dire? C'est quoi? C'est un impact business, un impact réputationnel, un impact judiciaire? On aura peut-être l'occasion d'en parler. Ouais, Mais effectivement, il y a des choses qui peuvent maintenant être utilisées contre moi. ok. Ouais. Et contre tout un chacun, c'est ce que tu veux dire? Ça fait partie des choses que je découvre dans Ouais. la vie d'un entrepreneur. Mais oui, effectivement, il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas qui sont utilisées contre moi. Est-ce que c'est peut-être des choses dont on va parler dans une des rubriques comme la claque? Pourquoi pas, mais à moins que tu aies envie de l'adresser maintenant. Mais, Bah sinon moi j'y vais tout de suite parce que je pense que pareil pour ceux qui nous regardent ou qui comme nous tu suivent. préfères. Non, mais Et après évidemment on parlera on de peut adresser Riot, ce ouais. sujet-là, mais ma VP People m'a dit de pas en parler, donc ce serait dommage d'en parler dans les 3 premières minutes. Ok, Les bah, tu sais instructions. quoi, je garde Non, comme mais on ça. peut en parler maintenant. Non, si non, tu mais veux. tu sais, après. Je lui ai dit, je vais parler des prud'hommes demain dans un podcast. Elle m'a dit, alors, fais exactement pas ça. Tu sais quoi, je vais gérer le suspense et comme ça on va tenir ceux que ça intéresse jusqu'au bout. Ok, super. Non, mais j'aimerais qu'on parle de Riot et aujourd'hui de la promesse Ouais, de bien sûr, Riot ouais. autour de la cyber et avec un angle assez nouveau, c'est d'adresser les employés d'abord. Ouais, les employés. Et c'est surtout en train de changer par l'IA énormément. Les employés vont être beaucoup plus ciblés que par le passé et les attaques vont être de plus en plus sophistiquées. C'était déjà une faille, enfin, tu vois, pour avoir échangé avec plein de professionnels de la cyber, ils te parlent toujours d'outils, mais ils te rappellent un truc, c'est que la première faille, elle est toujours humaine. Ouais, c'est le cas. Et c'était le cas avec des attaques qui étaient plutôt pas très sophistiquées. Et donc, nous, on s'apprête à vivre un raz-de-marée parce que les attaques vont se sophistiquer très violemment dans l'année qui vient. C'est alors, pour le coup vraiment un sujet moi qui me passionne et avant de rentrer dans le développement de la boîte, je trouve toujours intéressant de parler du fond du sujet que vous adressez, donc là en l'occurrence la cyber et derrière la cyber, mais tu as des anecdotes qui sont presque, tu fermes les yeux, tu es dans un film. Et c'est sûr que c'est plus marrant que les anecdotes dans la fintech, quoi. En général. Des fois qui est touché par des sujets cyber, donc on trouve Oui, toujours... exactement, ouais. il y a sûrement des points à faire. Et alors, c'est pas directement lié à votre activité, mais quand on échangeait avant de lancer les caméras, lancer les micros, tu me parlais d'un copain Ouais. qui, lui, s'était fait hacker via Tinder. Alors, je suis toujours curieux de savoir quelles sont les nouvelles attaques. Puis après, progressivement, on va peut-être aller sur ce à quoi les employés sont confrontés et à quel point c'est encore plus sophistiqué aujourd'hui avec l'IA et ça va l'être encore plus demain. Ouais, et en fait, ce qui est marrant, on pourra parler de Tinder si tu veux. Ouais. Je peux l'adresser. Bon, je te raconte l'attaque. Ouais. Elle est à la fois simple et compliquée. Un de mes potes, il se retrouve à matcher avec une fille sur Tinder. Il commence à tchatcher, tu vois. Il lui parle de sa famille. Bon, bref, au bout de, tu vois, une semaine de discussion, elle lui dit, ah, mais ce serait trop bien qu'on se voit. Il dit ok, vas-y, go, vendredi. Elle lui dit ah, mais trop bien, j'aimerais bien qu'on aille chez le Loulou. Je sais pas si tu connais le Loulou au Palais Royal, quoi. Ouais. Tu vois, un resto, je crois que c'est italien, Loulou. Et donc il regarde, est-ce que je vais réussir à booker, tu vois, une table pour deux vendredi. Mais chez c'est Loulou, complet. quoi. C'est pas possible de réserver chez Loulou. Et donc elle lui dit non mais t'inquiète, je connais la fille qui fait la porte, enfin ou la réservation. Et elle lui donne un numéro. Et donc lui, il écrit au numéro, hello, est-ce que c'est possible d'avoir une table pour deux? Et évidemment, la fille lui dit, ah mais il n'y a aucun problème. Voilà le lien vers la plateforme pour réserver pour les privilégiés chez Loulou. Et donc il se retrouve sur une page qui ressemble à Loulou, tu vois, avec le logo du restaurant. Il rentre sa CB. Et parce que maintenant, tu sais, quand tu réserves au resto, bah toujours, ils prennent ta CB, une empreinte. Ouais. et ils te prennent une empreinte. Il se fait tirer 200 balles. Sur sa CB et par chance il avait fait une CB virtuelle qu'il pouvait annuler et au moment où il paye il se rend compte que c'était en fait un peu trop beau pour être vrai, que c'était un peu bizarre cette histoire et donc il commence à avoir des doutes, tu vois. Vendredi il va chez Loulou, il arrive à la porte et il leur dit bon j'ai une réservation pour deux et la fille de l'accueil lui dit ah non mais monsieur on prend pas les réservations ici donc c'est pas possible. c'est pas possible. Là, Il comprend qui s'est fait tirer 200 balles.
Et en plus, du coup, tu vois, tu te retrouves vendredi soir, tu pensais avoir un date, le gars il s'est habillé et tout. Et en plus, il mange prêt pas. à rencontrer la femme de sa vie. Il arrive chez Loulou, il se prend une énorme porte à 21h le vendredi soir il se rend compte qu'il s'est fait tirer 200 balles et qu'en fait, il n'a pas rencontré l'amour de sa vie. Et c'est ça qui fait le plus mal, c'est pas les 200 euros. Je pense que j'imagine que le pire, ça doit être. Donc en tout cas, ça nous amène à ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, les attaques, elles sont de plus en plus sophistiquées et elles arrivent. Mais celle-là, surtout, elle est multicanale. Et ça, c'est une nouvelle tendance en ce moment. Ça commence sur Tinder, ça t'amène sur WhatsApp, ça t'envoie sur le web. C'est plus l'email, tu vois, simpliste de t'as hérité d'un oncle qui habitait au Nigeria ou je sais pas quoi. Et qui est perdu dans la pampa, et il faut lui faire vite le virement. Comme par hasard, il avait 10 millions qui sont pour toi. Ça n'existe plus. Et donc, c'est beaucoup plus sophistiqué maintenant, ouais. Si on tire ça vers votre activité très concrète de sécuriser les employés des entreprises, ça veut dire que même un employé qui sur son téléphone, alors je sais pas si c'est pro, mais des fois tu utilises un peu le perso pour le pro, pas censé toujours, mais il est sur Tinder aussi avec son appli, ça peut arriver comme ça. Ils peuvent accéder à tes données d'entreprise à travers ton device. Ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas, dans les grandes entreprises, l'équipe sécurité, elle s'occupe que d'une partie du scope. Tu vois, elle s'occupe de ton adresse email pro. Elle s'occupe, tu vois, de ton téléphone pro si tu en as un. Elle s'occupe pas de ton téléphone perso. Elle regarde pas si ton téléphone perso, il y a bien 6 chiffres à ton code. Tu vois, sur Instagram, tu as activé l'authentification forte ou sur ton email perso, pardon. Donc, si tu veux, le scope de l'équipe sécurité s'arrête là où l'équipe RH accepte. Tu vois, donc les hackers, ils ont évidemment, c'est des gens très pragmatiques. Tu vas m'entendre dire ça beaucoup. Ils ont bien compris que ils allaient pas attaquer sur. Si je peux pas rentrer par là. Si je vais rentrer par la vie perso. Et devine quoi, en général, il n'y a pas un cloisonnement très net. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils utilisent le même mot de passe sur leur vie perso et sur leur vie pro. Et les hackers ont bien compris ça, quoi. Il y a le même mot de passe, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres failles où tu passes du perso au pro assez facilement. Bien sûr, le très classique, c'est la fraude au président que j'aime bien. C'est tu reçois un SMS d'un numéro que tu connais pas. C'est la photo de profil, c'est ton boss. Et lui, il te demande un service, il te demande un document urgent, il te demande de faire un paiement urgent par WhatsApp. Et ça cartonne. Ça, et c'est sa photo. Ça. Mais tu peux aussi maintenant. Donc tu dis, c'est le numéro perso ou peut-être que tu n'as même pas le numéro de ton boss, donc tu sais pas, tu reconnais pas le numéro, c'est sa photo, c'est sûrement vrai. Donc tu commences à dire bien sûr, pas de problème, voilà la liste de tous nos fournisseurs, je sais pas, tu vois, ou un truc comme ça, quoi. Ça peut même aller maintenant plus loin. Tu peux te faire appeler d'un numéro qui peut être choisi, donc ça peut même être le numéro de ton boss qui s'affiche, ou de ton associé, ou de ton invest, ou de ta banque. C'est le cas. Et qui te demande un service et on peut imiter ta voix maintenant. Il faut quoi, un extrait de 3 secondes de toi, c'est fini pour toi. Moi, c'est dead. Pour moi aussi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, c'est pas moi qui anime là. C'est exactement ça. C'est un avatar de toi qui fait l'épisode. Mais là-dessus, concrètement, on va rester sur cette attaque-là où on te modifie la voix, on te modifie le téléphone, on te modifie tout, et puis demain, la vidéo, je pense que ce sera au même niveau. Comment vous arrivez à limiter le risque de ce type-là ? Et nous, on a une théorie, c'est qu'il faut renoncer à rendre les employés résilients. Et ils n'arriveront pas à détecter les attaques du futur. Et l'objectif, c'est de ne plus être ciblé. Et donc, pour ne plus être ciblé, il y a des petites choses que tu peux faire dans ton quotidien qui vont faire que ça va être un peu plus compliqué de t'attaquer toi. Une fois de plus, les hackers pragmatiques vont sans doute attaquer ton voisin si c'est plus facile de l'attaquer lui. Et donc, je te donne un exemple très simple, quelque chose que les gens peuvent faire très facilement. Les hackers utilisent énormément LinkedIn pour comprendre avec qui tu travailles, quel job tu viens de rejoindre. Peut-être une nouvelle personne qui vient de rejoindre l'entreprise va être plus ciblée qu'une personne qui est là depuis 3 ans. Quelque chose que tu peux faire très facilement, tu caches ta photo de profil aux gens qui ne sont pas dans ton réseau direct.
tu caches ton nom de famille aux gens qui sont pas dans ton réseau direct, et ça complique la vie d'un hacker, parce qu'il a plus ton nom de famille, il a plus ta photo de profil, donc il y a des tas d'attaques qu'il peut plus faire, tu vois. Et donc il va attaquer quelqu'un d'autre parce que simplement tu as pris ces petites mesures dans ton quotidien qui vont rendre le travail plus difficile pour les hackers, et ça va avoir un impact long terme sur la capacité à te cibler. Ok. Et à cibler aussi ton entourage. Ça, je peux le faire moi-même. Tu peux le faire toi-même. Ouais. D'ailleurs, tu devrais le faire. Ouais, mais après, si parce que quelqu'un maintenant, me ça cherche... touche aussi les petites entreprises. Vous êtes combien chez Feuille Blanche ? On est 10. Ouais. Si demain, et puis un peu plus en externe, mais si demain, je cache mon nom, quelqu'un qui me cherche me trouve pas. S'il a ton nom de famille, oui. Ok. C'est juste, quand je visite ton profil, il est pas visible ton nom. Mais je pourrais toujours te trouver. Ok. Ouais. Mais c'est effectivement une réponse, parce que nous, du coup, on a créé une plateforme qui fait ça, qui va tout gérer. instille ce genre Ouais. d'initiative auprès des employés. Et donc, notre pitch, c'est que c'est pas important, tu vois, d'accroître la culture des employés. Ce qui est important, c'est leur posture, c'est-à-dire comment ils se comportent en ligne, et comment est-ce qu'on peut nous pousser les employés à pousser les employés, à avoir une meilleure posture en ligne, qui vont faire qu'ils sont moins ciblés. Donc, on parle d'outils à disposition ou on parle de formation, d'explication. C'est un mélange des deux. Ouais. Et donc en fait, ce que nous on a créé une sorte de cyber-compagnon qui s'appelle Albert, qui se met dans Slack ou dans Microsoft Teams ou dans Google Chat, et qui va venir parler en direct à vos employés. Et c'est du format chat. Et l'avantage de ce format-là, c'est que c'est très facilement adaptable. Et donc ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on l'adapte dynamiquement au contexte de l'entreprise, au contexte de l'employé, pour que ça résonne mieux auprès des employés. Et que tu vois, on les pousse limite à tu cliques là, tu vas faire ça pour changer la photo de profil, c'est hyper simple, décoche cette case, tu peux me confirmer que tu l'as fait, oui, non, et une fois qu'il dit oui, nous on raconte à la personne qui a mis en place Riot, t'as 70 employés qui ont caché leur photo de profil aujourd'hui, quoi. C'est un exemple très spécifique, mais évidemment... Pardon. Qu'est-ce qui me prouve que c'est Albert qui me parle? Albert, il s'est un peu imposé à nous. C'est marrant, maintenant, les gens ne connaissent pas Riot, ils connaissent Albert. Ouais. Tu vois, ça m'arrive à un dîner de dire, de pitcher Riot, et les gens me disent, ah, mais chez nous, on a Albert, c'est un de vos concurrents. Mais non, en fait, Albert, c'est nous. C'est frustrant. T'as 2-3 autres petits tips que tu peux nous partager à tout un chacun, au-delà du fait d'utiliser un outil complet comme le vôtre? Donc, les règles de confidentialité sur LinkedIn, c'est très facile à mon avis, tu vois, tu repasses dessus, tu trouves très facilement des choses que tu peux mettre en place qui compliquent la vie des hackers. WhatsApp, c'est pareil, je pense qu'il y a des choses qui sont trop visibles sur WhatsApp que tu peux cacher. Ça prend 2 secondes de limiter tu vois, le partage de ta photo de profil WhatsApp à tes contacts. C'est vraiment 1 minute pour régler ça. Un de mes combats, c'est, on en a parlé tout à l'heure très rapidement, mais les codes sur le téléphone. Ouais. Parce que toi, tu utilises 4 chiffres ou 6 chiffres, tu vois. 4 chiffres, c'est une passoire, tu vois. Je suis derrière toi, je te vole ton téléphone, je regarde, tu vois, au-dessus de ton épaule, ton code. Je te vole ton téléphone, il y a toute ta vie dessus. Il y a l'accès à tes comptes bancaires, éventuellement l'accès à tes cryptos, je sais pas. Donc ça, je pense c'est très facile de passer à 6 chiffres. Et ça a un impact long terme sur ta sécurité. Voilà. Je veux bien qu'on revienne sur la genèse de Riot, et même avant ça, presque sur la genèse de Benjamin Netter. Parce qu'en fait, dans les petites notes qu'on m'a fournies, on m'a dit qu'à 12 ans, tu étais du côté obscur de la force. Alors ça reste gentil, tu avais 12 ans. Ouais, tu sais que c'est un nom dans le milieu, ça s'appelle les Script Kitty. Et en gros, c'est en fait, dans la communauté des hackers, il y a beaucoup de gens qui sont mineurs. Et on est un peu au-dessus des lois quand on est mineur, quoi. On peut pas aller en prison, ce qui est super. Peut-être que tu devrais inviter des mineurs dans tes épisodes. Pour qu'ils me racontent Exactement. Tout. Non, mais alors, j'imagine que tu peux nous raconter aujourd'hui, parce que c'est vieux. Ouais, bien sûr, parce que je suis vieux, c'est ça ce que tu essaies de me dire? Non, parce que ça date, et qu'à l'époque des faits, tu étais mineur. J'étais mineur, mais moi je bidouillais, et en fait j'étais passionné, c'est les années 2000, par un truc qui s'appelle les Trojans, et en gros le Trojan c'est un peu l'ancêtre du virus, c'est-à-dire je t'envoie un fichier, je te dis ça te dérange pas d'ouvrir ce truc, et en fait tu cliques dessus, ça fait rien, mais en fait ce que ça a fait, c'est que ça a ouvert un port de ta machine. Bon, à l'époque c'était des PC, tu vois, les grosses unités centrales, tu vois. Et c'est-à-dire quoi ouvrir un port? Ça veut dire justement, le port donne accès à n'importe qui à ta machine.
Ok. Et donc en l'occurrence, ce que tu pouvais faire, d'abord tu pouvais évidemment regarder tes fichiers, tu pouvais allumer la webcam, et donc je faisais ça, mais juste parce que je trouvais ça fascinant. Ouais. Et au bout d'un moment, en fait, t'avais même plus besoin d'envoyer de Trojan, tu pouvais juste scanner l'intégralité du web, plutôt de l'internet, Ouais. c'est un abus de langage, d'internet, et trouver des machines qui étaient déjà infectées. Et donc tu pouvais te connecter à des machines n'importe où, tu vois, aux États-Unis, en Inde, au Brésil, whatever, et tu te connectes, tu peux regarder par leur webcam, etc. Donc moi ça me fascinait de me dire, je peux, tu vois, Mais là, tu comprends la l'intégralité vulnérabilité. d'internet Ouais. et ouvert, tu vois. Et alors, est-ce qu'il y a un moment Où ça tourne mal. Alors, déjà, Ça tourne mal. Un jour, je me connecte sur une machine et j'ai un message qui me dit c'est ce qu'on appelle un honeypot, tu vois. Le honeypot en cyber, c'est en fait on laisse une vulnérabilité ouverte pour pouvoir scanner qui va se faire avoir et d'éventuellement détecter les hackers. Et je m'étais fait avoir par un honeypot. J'ai un message qui dit le FBI a été prévenu, tu vois. Et j'ai 12 ans. Une ligne directrice alors de là, ma vie, t'es c'est dans quand ta même chambre, essayer t'es dans la d'éviter d'aller cave, en t'es où? prison, tu Ouais. vois. Et donc je voyais déjà, tu vois, le FBI débarquer au dîner familial, et heureusement ce n'est pas arrivé, tu vois. Mais Mais alors, attends, là, à ce moment-là, tu reçois ce message. je me dis ma carrière dans- est terminée. Ça Ouais. s'arrête. C'était très marrant de se connecter aux ordinateurs brésiliens pour voir des webcams. Maintenant, ça suffit. Ouais. Tu vas le dire à tes parents? Non, non, non. Donc Mais je pense que j'ai quelques donc tu nuits stresses, blanches. ouais, petite sueur. Le temps que le FBI débarque, prenne un vol de New York ou de wherever they are. Mais ce petit message d'alerte, il suffisait effectivement à écarter ceux qui avaient juste envie de s'amuser, Ouais, je de pense, comprendre. effectivement, ouais. C'était sans doute le cas. Je peux te dire ça 20 ans plus tard, ou plutôt 25 ans plus tard. Donc là, tu vas comprendre que ça reste intéressant, mais que c'est pas peut-être Peut-être de pas pour cette moi. manière-là. Et je me mets à coder, quoi. Mais globalement, j'avais un ordinateur, je voulais voir ce que je pouvais faire avec, Ouais. tu vois. Donc, mais ouais, je pense que ça a un peu lancé ma carrière de développeur, quoi. Et à ce moment-là, parce que tu as encore 12 ans, tu vas pas tout de suite devenir entrepreneur, tu développes quoi? J'avais développé un forum pour le lycée. Et mon tout premier site, c'était un site sur les Pokémon. Parce que j'étais passionné par les Pokémon, j'adorais le jeu. Mais oui, effectivement, ça a évolué depuis. Hein. Ah oui? Mais donc ça fait au moins 25 ans que je code. Beaucoup moins ces 5 dernières années, ceci dit. Et puis ça finit maintenant le code. Donc, J'accélère un tout petit ouais, peu. bien sûr, sinon on va... Première boîte? Première boîte, ça dépend comment tu comptes. Mais la première boîte, c'est probablement October, première boîte officiellement. La première vraie boîte costaud? Ouais. October, mais donc ça c'est 2014. Ouais. J'ai rencontré Olivier Goua, tu vois, pendant l'été. On il avait cherchait. reçu il y a quelques années maintenant. Ah, c'est vrai? Ouais. Ok, je savais pas. Et trop bien. Alors donc t'as rencontré Olivier. À distance, on était en plein Covid. Ok. C'est les tout Ok. débuts de Trop 40 bien. nuances de Next. Ah je savais pas du Ouais. tout. Et trop bien, j'écouterai ça alors. Et ouais, j'ai rencontré Olivier pendant l'été 2014 et lui il avait eu une idée sur comment réinventer le prêt aux entreprises. Ouais. Et il cherchait quelqu'un pour faire la technique, quoi, la partie technique, et donc on s'est associés, on a commencé la boîte le 8 septembre si je me souviens bien. Et alors j'accélère un peu avec déjà une question d'un de tes proches, Ouais. Charles Gorentin. Ouais. Tu peux nous dire qui c'est pour ceux qui ne le Charles, connaîtraient c'est pas? le CTO d'Alan. Ouais. Donc moi, j'étais le CTO d'October. Et ce qui est marrant, c'est que October et Alan avaient les mêmes investisseurs, CNP Assurance. Et donc, j'avais écrit de nulle part à Charles, je pense en 2015-2016, pour lui dire « Ah, c'est trop drôle, on a les mêmes investisseurs, t'es CTO, je suis CTO. Parlons-nous. Pourquoi est-ce qu'on déjeunerait pas ?» Ouais. Et donc, on est resté potes. Maintenant, il est investisseur aussi chez Riot. Ok. Et ouais, c'est un bon pote. J'invite tous ceux qui n'auraient pas écouté son épisode, parce qu'il est fabuleux, Ouais. à venir l'écouter. Alors, j'ai plus le numéro en tête, mais dans 40 nuances de Next, ça doit faire 4, an 5, 6 mois. Ah ouais? C'est un an déjà? Je pense que ça doit Putain, faire un an, ouais. Pardon, le temps Quasiment, passe vite. ouais. Le temps passe vite. T'as des instructions sur les gros mots? Normalement, non. Ok. Et sur les anglicismes? Des fois, je me reprends. D'accord, ok. Bon, ça va. Vous avez un message. Cher Benjamin, tu as cofondé October avec Olivier Goua, qui se bat contre la maladie de Charcot avec un courage qui force l'admiration. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'Olivier t'a appris, pas sur le business, mais sur la vie, que tu n'aurais jamais compris autrement?
Olivier, il m'a appris beaucoup de choses. Quand on s'est associé, j'avais 24 ans. Donc, de fait, j'allais apprendre beaucoup de choses. Lui, il avait quoi, 30... Non, il était plus vieux que ça. Parce Déjà qu'on a la fêté, quarantaine. je pense qu'il devait avoir 39 ans, Ouais. quand il a commencé October. Olivier, il m'a appris, je pense... allez, je vous donne deux conseils, deux choses qu'il m'a apprises, pardon. À titre perso, il m'a appris à bien choisir sa partenaire. Parce que sa femme avait Olivier, il avait quand même une vie très sociale. Et je me souviens qu'il m'avait dit il faut choisir une partenaire qui accepte ça. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es quand même. Peut-être que tu le vis aussi, mais tu as des dîners tous les soirs et il faut que ta femme soit d'accord avec ça. Je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup que tu peux pas entreprendre sans avoir. Quelqu'un qui comprend ce que tu es en train d'essayer de construire et qui te. Qui te porte, ouais. Exactement, j'allais dire supportive, Ouais. mais je pense que c'est un anglicisme. Donc, qui supporte, tu vois, c'est à mon avis une mauvaise traduction anglaise, mais Qui qui te soutient dans ce que tu fais. Et tu peux partager. D'un point de vue professionnel, la leçon numéro 1 qu'Olivier m'a apprise, c'est que en tant que leader, tu dois être exemplaire. Et parce que tes N-1 font toujours un peu moins bien que toi. Et donc, tu vois, Olivier, c'était toujours le premier arrivé au bureau, toujours le dernier à partir. Et je pense que le niveau en dessous que moi j'incarnais, puisque j'étais CTO, je partais un tout petit peu avant Olivier, et j'arrivais un tout petit peu après Olivier le matin. Et je pense que mon niveau en dessous faisait aussi un tout petit peu moins bien que moi. Et ça, c'est un truc que je répète à longueur de journée chez Riot, à nos execs, on doit être exemplaire parce que le niveau en dessous va faire un tout petit peu moins bien que nous. Ça, c'est une leçon qui m'accompagne encore aujourd'hui, tu vois. J'ai ouvert tout à l'heure sur un sujet. Il me l'avait, juste pour finir, mais il me l'avait donné en m'engueulant. Hein. Ah ouais. Et, ok. Mais bon, c'est pas ça on apprend aussi comme ça. Ça m'est resté, hein, tu vois. Mais je me souviens qu'une soirée de Noël. Je m'étais mis une caisse et j'étais arrivé genre à 10h20 le lendemain, tu vois, et j'avais 3 messages d'Olivier qui dit qu'est-ce que tu fais en fait, où es-tu désolé, je me suis mis une caisse quoi, enfin, qu'est-ce que t'attendais de ma part, tu pensais que j'allais être là à 9h. Mais oui, voilà, c'est resté. On n'est pas tous égaux hein, sur la gestion des caisses. Non, Olivier il boit pas, donc c'est facile pour lui d'être là à 9h, mais effectivement, ouais. En tout cas, c'était une bonne leçon. Je suis reconnaissant pour ça. Qui ne t'est plus jamais arrivé? Bon, si, de mettre des caisses. Ouais. Si, très régulièrement, mais j'arrive le lendemain à une heure raisonnable. Ouais. Mais en plus, maintenant, j'ai la position d'Olivier, parce que je suis CEO, donc je suis censé montrer l'exemple. Donc, en théorie, je suis là tous les matins avant tout le monde. Et tu dis en théorie, du coup, c'est pas toujours ça peut Non, arriver. parce qu'en vrai, j'ai des petits déjeuners pro parfois. Ouais. Et donc, j'espère que les employés se disent que, en tout cas, je suis très souvent le dernier parti. Alors, peut-être que ta VP va te dire bon, tout le monde pense maintenant que tu t'es mis une caisse hier parce que t'es en petit-déj. Parfois, ils se mettent des caisses avec moi, donc ils savent que c'est le cas, mais je suis quand même là à 9h le lendemain. Tu parles de partager des moments de convivialité, je vais le dire comme ça, ensemble avec les équipes. C'est toujours un sujet, ça, pour beaucoup de dirigeants, sur quelle place quel type de relation j'entretiens aussi avec mes équipes, à quel point on est proche, à quel point parfois il faut savoir mettre des distances, et tout le monde n'est pas... il n'y a pas une seule manière de faire. Et puis des fois, elles évoluent. Et je pense que c'est quelque chose que moi je sais mal faire, aussi parce que Olivier savait mal le faire et que j'ai appris d'Olivier. Olivier il partageait assez peu de sa vie perso, et je pense que je suis comme ça. Je suis un peu plus, je parle un peu plus de ma vie perso maintenant, mais j'ai toujours bien distingué les deux. Et ceci étant dit, je trouve ça très important, en tout cas au niveau en dessous de moi, d'avoir une très bonne relation avec les gens. Et donc maintenant, je me donne un peu plus de mal pour organiser des choses. Et notamment, tu vois, quand je recrute des execs, au final, je vais pas en recruter beaucoup, tu vois, parce que dans une boîte, t'as 6 personnes peut-être, tu vois, le niveau en dessous. Ouais. Un test qui est très important pour moi, c'est le test de la randonnée. C'est est-ce que je me vois faire 3 heures de randonnée avec cette personne. Et il y a des gens qui, tu vois, qui défoncent le cas pratique qu'on leur donne. Et arrivé à mon niveau, je me dis, est-ce que vraiment je ferais une randonnée de 3 heures avec cette personne? Et bien qu'elle soit hyper compétente, je pense pas que je me projette 3 heures dans une randonnée, peut-être sous la pluie même.
avec cette personne. Donc et ça m'arrive de dire non pour cette raison-là, tu vois. Bien que, mais je pense que c'est légitime, c'est-à-dire c'est très personnel, tu vois. Puis tu vas en passer des heures ensemble, donc Ouais. c'est bien de savoir que tu C'est peux une grande marcher randonnée, la longtemps. startup life. Ouais. Ouais. Mm. Il y a, quand on prend des décisions de ce type, alors qu'elles soient managériales ou parfois même business, ça vient pas de nulle part. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut faire des erreurs et se dire, bon, ok, là, il y a déclencheur, il faut que je change ma manière de faire. Sur ce sujet-là, tu as eu un déclencheur où tu t'es dit, maintenant, je peux plus, on grandit, ou je peux plus faire comme avant. Je peux... Sur le partage de la vie perso Alors, ou sur le partage pourquoi pas, sur je le fit pensais humain. plutôt sur Non, le... Ouais. sur le recrutement, c'est un truc qui m'obsède depuis 10 ans. Parce que chez October, j'en ai fait beaucoup. Enfin, beaucoup. Beaucoup moins que chez Un certain Riot. nombre, ouais. Beaucoup moins que chez Riot. Vous êtes combien maintenant? On est 160 chez Riot. Mais il faut que tu saches qu'on a recruté 105 personnes l'année dernière. Donc, si tu veux, il y a un an, on n'était pas si nombreux. On est très nombreux depuis très peu de temps. Chez October, j'ai créé l'équipe technique et on devait être une grosse vingtaine. Donc, pour recruter 20 développeurs, t'envoies 500, quoi. En fait, il y a un truc que j'ai appris récemment, en tout cas chez Riot, c'est que un bon recrutement, ça prend 100 heures à peu près. Et que c'est normal d'y passer 100 heures. 100 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est 3 semaines complètes de boulot. Pour un recrutement. Pour un recrutement, mais ça paye au centuple si effectivement tu passes ce temps-là, tu vois. Et pour les postes clés, je trouve pas ça incohérent de passer 3 semaines, parce qu'une fois de plus, des postes clés, en général, les gens ils vont rester 3 à 5 ans. Ça vaut le coup de passer 3 semaines à trouver la bonne personne, tu vois. Il n'y a aucun recrutement qui est facile, j'ai l'impression. Ces 100 heures, alors c'est évidemment une moyenne, j'imagine, mais tu les consacres à quoi? Ah, tu vois beaucoup de candidats. Ah, ok, 100 heures, tu vois pas sur le candidat final. Non, tu vois beaucoup de candidats, parce qu'il y a, tu vois, dans le... C'est plus clair, pardon. Ouais. Non, je pensais que tu passais 100 heures pour valider c'est cumulé, tu vois, Ouais, 100 heures cumulées, et puis c'est réparti maintenant entre l'équipe talent et moi qui fais passer des entretiens, puis ensuite il y a des gens qui font passer les entretiens derrière moi, tu vois aussi. On évoquait October avec Charles Gorintan et évidemment Olivier Goy pour sa question, mais si on reste sur October un moment, parce que là on parle de Riot, à un moment il va y avoir un switch, un départ. Comment tu envisages ce départ? Et si je te pose la question comme ça, c'est parce que quand tu crées une aventure, une association, le fait de partir est parfois un vrai dilemme. Comment tu l'as abordé? Comment vous en avez discuté en interne? Et comment tu as pu partir sereinement de cette aventure? C'était en fait assez simple. Ouais. Je pense que ça s'est fait en 2 étapes. D'abord, je me suis rendu inutile. Et parce que j'étais CTO, et quand t'es CTO, c'était quand même probablement la deuxième personne la plus utile de la boîte après le CEO. Donc je me suis viré de mon propre job. Il y avait quelqu'un dans mon équipe qui était excellent, voire meilleur que moi, Julien, qui a pris ma place de CTO. Et moi je suis devenu CPO, donc directeur produit. Je faisais déjà le produit en tant que CTO, et donc je me suis consacré donc j'ai dit la partie tech, c'est plus ce que je veux faire que la partie produit. Et c'était beaucoup plus facile de me remplacer une fois que j'étais CPO que quand j'étais CTO. Et la décision de migrer, elle s'est faite comme ça, c'est je veux partir, donc d'abord je me rends... Non, mais je commençais à me dire que j'avais fait un gros tour quand même de la partie technique. On avait quand même construit une plateforme de prêt qui avait prêté quasiment 1 milliard d'euros aux entreprises européennes. Donc techniquement c'était hyper enrichissant, mais j'avais l'impression d'avoir fait bien le tour du sujet, tu vois. La boîte avait beaucoup grossi, on était 110 à l'époque, donc peut-être que cette taille me convenait moins que tu vois, les débuts où on avait une page blanche et où on créait le produit. Feuille blanche, mais très bien. Pardon, feuille blanche. Je vois d'où ça vient. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, bon, évidemment, on avait créé cette plateforme qui gérait des centaines de millions d'euros de flux financiers par an. Complètement de zéro, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les infrastructures que tu peux aujourd'hui trouver. Tu vois, je pense à Stripe, par exemple. Ouais. Donc moi, j'étais pétrifié qu'un hacker puisse nous pirater la plateforme et détourner de l'argent. Et un jour, ouais. il va se passer quelque chose qui va en fait être les prémices non choisies, non voulues. Exactement. De Riot. Ouais. Il y a un employé qui reçoit un email débile de phishing, un truc qui ressemble à du Microsoft. Il dit ah ouais, tiens, merde, mon mot de passe a expiré. Je vais cliquer, rentrer mon mot de passe sur une page de phishing, quoi. Et donc j'ai un gars de l'équipe qui se fait pirater, quoi.
Et instantanément, on s'en rend compte, quoi. Au bout de, je pense, c'est en quelques minutes, on a tous reçu un mail de la part de moi, les marques pour pas le nommer, et on reçoit un mail de marque, et moi, je me dis, c'est un mail de phishing. Donc l'attaque était en train de se propager, parce que c'est le premier truc qu'ils font quand ils commencent à avoir accès à tes mails, c'est qu'ils envoient un mail en ton nom à tous tes contacts. Ouais. Ça se propage. Alors attends, je veux comprendre un truc dans la mécanique quand ça se passe. Ouais. Ils ont réussi à accéder à ces éléments à lui. Oui. Donc, est-ce qu'il propage à tous ses collabs, tous ses collègues, parce qu'ils n'avaient pas accès à ce qu'ils voulaient grâce à lui, et donc il faut que ça se propage pour accéder à toute l'infrastructure, toute la data d'une boîte, là en l'occurrence comme October. Ouais, ça commence toujours par se propager. Et évidemment, le but, c'est d'avoir une sorte de réseau de boîtes mail infectées, tu vois. Donc, ça se propage. Puis, il y a peut-être dans ces... je pense qu'il y avait 2000 emails qui étaient partis, tu vois. Et sur les 2000 personnes qui ont reçu, il y en a peut-être... 3 qui ont cliqué. Enfin, chez Riot, nous, on lance des attaques. C'était notre premier produit. Combien ? 20% en moyenne. 20%. Ouais. Donc sur 2000 emails, tu vas avoir 400 personnes qui vont se faire avoir. Sur ces 400 personnes, bah, ça va se propager à leurs 2000 contacts et ainsi de suite. Tu vois, c'est le principe de la cyberattaque. Y compris les clients, les prestats, les partenaires. Ouais, exactement. Et donc c'est fait boule de neige, quoi. Mais nous, on a contenu l'attaque très rapidement. On a envoyé un mail à tout le monde en disant attention, cet email, c'était un email de phishing. Si vous êtes fait infecter, faites ça. Voilà. Et il se passe quoi quand ça se propage ? Bah, je me dis tu veux dire pour l'attaque ? Ouais. Et ben, j'avoue que nous, on n'a jamais eu la réponse à ça. Mais au bout d'un moment, en fait, les hackers, ils n'ont qu'un seul but. C'est un peu un abus, mais qu'un seul but, c'est l'argent. L'autre but, c'est éventuellement, si t'es un hacker étatique, c'est l'influence. Ouais. Mais en général, c'est quand même l'argent, quoi. À moins que tu sois un homme politique, ce sera sans doute à ton argent qu'ils veulent. C'est ton argent qu'ils veulent s'attaquer, ouais. Et donc là, sur cette attaque, typiquement, vous arrivez à la stopper, mais comment, in fine, ils arrivent à l'argent ? Ils te menacent parce que moi, des fois, j'entends qu'on t'a pris toutes tes données et que pour les remettre, les rétablir, il faut payer. Ou que tu as des arnaques au président parce qu'ils ont les infos, les bonnes infos. Pareil, à la fin, c'est du cash. En tout cas, c'est une demande de cash. Le plus courant... Bon, les attaques sont poliformes. Hein, donc, j'essaie de faire lequel le plus courant. C'est dormant, c'est-à-dire ils gardent l'accès à ta boîte mail et ils attendent qu'il y ait une transaction. Et ils attendent par exemple que tu envoies une facture. Ils arrivent à détecter que tu as envoyé une facture et ils doublent ce message en disant by the way, notre RIB a changé. Maintenant, on a ouvert un compte en Hongrie. Et donc, tu vois, je t'envoie une facture, tu t'en rends pas compte, mais il y a un deuxième email qui part. Avec un faux RIB, enfin, ou c'est peut-être un vrai RIB d'une banque en Hongrie, et donc ton prestat, ou ton client, il te paye sur un compte en Hongrie en pensant te payer toi, et l'argent disparaît. Et alors Albert, il me dit quoi ? C'est Albert, hein ? Ouais. Albert, il a un conseil ultime, je dirais, qui est d'utiliser un canal secondaire quand il y a un doute, ou un canal alternatif. Et dans ce cas-là, tu devrais dire, c'est louche. Je vais appeler Marc en direct pour vérifier qu'effectivement il a changé de RIB. Donc c'est le conseil principal d'Albert, c'est de toujours vérifier par un autre canal. Donc pas par email, mais par appel, par WhatsApp, par Instagram, par Tinder, je ne sais pas. Mais oui, vérifier par un autre canal. Donc c'est cet événement qui va t'alerter sur le fait que une des failles, c'est la protection en tout cas des employés. Surtout m'alerter que j'ai mal fait mon travail, quoi. Et que, bah, tu vois, on avait investi énormément pour protéger l'applicatif, mais la vérité, c'est que les humains d'October n'étaient pas protégés ou même formés aux cyberattaques. Et donc, je me dis, bah, il y a un manque là, et peut-être que Marc, il est bac plus 8, tu vois, je pense. Donc, il a la tête bien faite. Il a la tête bien faite, c'est étonnant qu'il se fasse avoir, tu vois. Donc, je me dis, il y a peut-être d'autres marques dans la boîte. Et donc, je me dis, bah, cette attaque Microsoft, mot de passe oublié ou mot de passe expiré, je vais l'envoyer à toute la boîte. Et donc, c'est comme ça que Riot est né. C'était un projet sur lequel je bossais le week-end. Je me suis dit, bah, je vais envoyer ce mail de phishing à toute la boîte et voir qui clique, qui rentre son mot de passe. Et donc, Riot est né naturellement de ça. Mais c'est pas une attaque. Mais il y en a plein des boîtes qui font des tests de phishing, etc. Ce que vous avez fait avec Riot, ça va
bien plus loin. Bah alors historiquement c'était ce qu'on faisait Ouais. et évidemment j'avais regardé si on pouvait pas acheter une solution sur l'étagère et historiquement il y avait rien qui en fait les Américains parce que les géants américains ont des solutions mais ils veulent pas parler aux boîtes de cette taille là. Donc si tu veux les entreprises de 100 personnes, personne veut leur parler. Contrat trop petit. Si t'es EDF, C'est plus facile. Oui, Ça là les tu intéresse es plus. potentiellement protégé. Ouais. Et donc ça a pas mal de tenants et d'aboutissants, mais globalement, historiquement, ce que nous on voulait faire avec Riot, c'était protéger cette taille d'entreprise, c'est-à-dire entre 100 et 1000 employés, qui les hackers sont pragmatiques, Mhm. probablement parce qu'ils sont moins Ont un peu moins de équipés. moyens. Ouais. Ils ont moins de moyens, mais ils sont aussi moins équipés. Et les hackers pragmatiques allaient s'en rendre compte et finir par attaquer les plus petites entreprises. L'histoire t'a plutôt aussi donné raison. Exactement. L'histoire m'a donné raison. Aujourd'hui, une grosse tendance de fond, c'est que les attaques ciblent de plus en plus les plus petites entreprises. Parce que attaquer Veolia et EDF, c'est beaucoup plus compliqué que d'attaquer Feuille Blanche. Tout à fait. Mais Ça n'arrivera pas. mais tu vois, on m'a raconté des histoires d'horreur depuis 6 ans. Notamment, je pense à une galerie. Exactement l'attaque que je te décrivais. Ils se font pirater une boîte mail. Hacker dormant qui n'envoie aucun message. Juste accès à la boîte mail. Ils font une transaction, ils vendent un tableau, 300 000 balles. On a changé de RIB. Tu vois, galerie du 6e arrondissement ou 7e arrondissement, rive gauche. On a changé de RIB, payé en Hongrie. 300 000 balles. Ils ont perdu les 300 000 balles. Et là, c'est intéressant, c'est qui est responsable. bah oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est l'acheteur du tableau qui a envoyé un virement à un RIB complètement lambda? Est-ce que c'est la galerie? Est-ce que c'est la galerie qui s'est fait Est-ce que c'est la pirater? banque qui a fait le Est-ce que c'est la virement? banque? Qu'est-ce Et alors, que t'en c'est penses? qui? Bah, dis-moi. Alors, comme ça, instinctivement, je dirais soit c'est la banque, Ouais. soit qui a pas fait les contre-appels ou les machins, soit c'est la boîte qui s'est pas protégée. Je pense pas que ce soit l'acheteur. Bah, en l'occurrence, c'est la banque. T'as raison, mais, Ouais. mais moi, je suis pas convaincu de ça. En tout cas, je pense que ça devrait. Effectivement, pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est la banque. Mais si l'entreprise s'est pas protégée et a fait aucun effort pour former les employés ou pour en tout cas Complètement. protéger Ouais. ce genre de scénario, Elle est ça responsable. devrait être sa aussi. responsabilité. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. En tout cas, je pense que ça devrait pas être l'acheteur. Ouais. Et aujourd'hui, ça peut être l'acheteur? Non. 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 Non, non. C'est la banque en général. Ouais, ouais. Je pense que dans ce cas de figure, Ça c'est la changera banque peut-être qui à rembourse. terme. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est un sujet intéressant pour nous parce que c'est une perte quand même pour la banque de 300 000 euros Ouais. s'ils se retrouvent poursuivis soit par la galerie, soit par leur client quoi, qui a fait un virement malgré lui vers la Hongrie quoi. Une fois qu'on a dit ça, donc tu identifies ces boîtes PME, TPE, PME, Ouais, nous on appelle ça une mid-market, mais mid-market, c'est plus Ouais. joli. T'arrives pas tout de suite avec la solution autour des employés. mon c'est- produit initial c'est vraiment ça, c'est tu te connectes à vous utilisez Google ou Microsoft Google. Google, ok. Tu te Je connectes. donnerai pas plus d'informations. Non, mais ça Hélène. c'est public pour le coup. Ok. Donc vous utilisez Google Workspace, tu te connectes à ton compte Google Workspace, on prend la liste de tes 10 employés et on va te permettre de facilement les attaquer. Ok. C'était ça le produit initial. Et les entreprises nous payaient pour utiliser cette plateforme qui permettait d'attaquer leurs employés. Et l'objectif, c'est d'envoyer ces attaques Enfin, idéalement attaquer tous les... gentiment. Oui, mais en sans- fait, tu vois, c'était Ouais. une des craintes des gens de ah non, je veux pas attaquer mes employés. Mais en fait, les employés, ils trouvent ça super ludique comme Ouais. exercice. Ils en redemandent pas, mais en tout cas, ils voient ça comme un exercice plus ludique que regarder une vidéo débile, tu vois. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois que tu as été attaqué une fois, 2 fois, et que tu fais partie des fameux 20% de marques, Ça te réveille. ça te réveille. Et ouais. après, tu deviens beaucoup plus attentif, en fait, au quotidien, à la fois en pro, mais aussi en perso. Et ce que j'ai réalisé aussi en cours de route, c'est qu'il faut le faire régulièrement, sinon les employés Oublie. baissent leur Vigilance. vigilance. Ouais. Voilà. Donc nous, on conseille de le faire à minima tous les trimestres sur l'intégralité des effectifs. Tu évoquais tout à l'heure l'IA. Ouais. Au service d'attaques de plus en plus complexes. Et en face, l'IA pour des boîtes comme vous, justement pour devancer des attaques de plus en plus complexes. Comment marche l'IA contre l'IA?
Bah, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est un paradigme de fond dans la cybersécurité, le jeu du chat et de la souris. Puisque d'un côté, les hackers vont développer des méthodes pour attaquer les entreprises vont s'équiper pour parer ces attaques et les hackers vont passer à autre chose, un autre type d'attaque, quoi. Et donc, c'est un des trucs qui me fascine dans la cybersécurité, c'est que c'est extrêmement résilient comme marché. Il y aura toujours des cyberattaques. La forme de la cyberattaque va évoluer, mais elle sera toujours là. Ce que va changer l'IA dans les attaques cyber, c'est quoi? C'est la vitesse de propagation, c'est le volume, c'est la typologie des attaques? L'IA à proprement parler, les tendances de fond, donc on en a parlé tout à l'heure, c'est le multiformat, multicanal et ça cible de plus en plus les plus petites entreprises. L'IA, ce que ça change, c'est qu'aujourd'hui, si je veux t'attaquer toi, il y a une étape préliminaire dans une attaque. Très ciblée. Si vraiment j'ai quelque chose contre toi, il y a une étape préliminaire qui s'appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence. Et donc je vais me renseigner sur ta vie. Et sur la personne que tu es, avec qui tu travailles, tu vois qui est Donc, ta femme. Toute cette phase déjà de collecte d'informations qui est clé. Ouais, exactement. Et donc c'est un travail qui est manuel, historiquement. Mais qui est accéléré aujourd'hui par l'IA, forcément. Et en gros, c'est un travail qui prenait plusieurs heures, tu vois, d'investigation. On prend ton LinkedIn, on prend ton Instagram, on regarde où t'étais les vacances dernières, on essaie de créer En fait, on cherche un truc qui est la deuxième étape post-OSINT, c'est le prétexte. Le prétexte, c'est le scénario que je vais utiliser pour t'attaquer. Et devine quoi, l'IA est hyper fort pour les deux. Pour trouver aussi les scénarios d'attaque. L'OSINT et le prétexte. Et arrive à faire très bien, je parcours 70 sites qui parlent de toi, je récupère toutes les infos possibles sur toi, je récupère ta photo de profil, je récupère où tu habites, mon je récupère téléphone, mon mail perso, le nom de tes employés, et ta photo de profil, je vais créer un numéro de téléphone, facilement, ça coûte $1, je crée un compte WhatsApp, on arrive à faire ça automatiquement maintenant avec les MCP, et je vais attaquer un de tes employés pour potentiellement cloner ta voix de YouTube, désolé. Tout ça automatisé en quelques secondes. Et donc ce travail qui prenait beaucoup de temps va être fait en quelques secondes. Ça a plusieurs impacts. D'abord, le coût de l'attaque qui baisse énormément. Et de fait, parce qu'il baisse, ça peut devenir plus intéressant. Il y a des cibles qui peuvent devenir plus intéressantes. Notamment, si je voulais cibler une entreprise de 10 personnes, en tant que hacker, c'est probablement pas là où j'aurais mis mon énergie. C'était pas rentable. Voilà, pas rentable. Et maintenant, ça l'est. Et donc, peut-être que, tu vois, en France, il y a 250 000 entreprises dans ce segment-là, le SMB. SMB. Comment on dit en français? Petites et moyennes entreprises, PME. C'est le gros des entreprises, il est là, quoi. Il est en dessous de 50 employés. Et ça, je vais pouvoir commencer à les attaquer à l'échelle très bientôt. Donc ça, c'est la grosse tendance de fond, à mon avis, de l'année. C'est les attaques très ciblées sur les plus petites entreprises. Et ce sera pas un email, ce sera un truc beaucoup plus sophistiqué. Un SMS, un WhatsApp, je sais pas. Là, tu vois déjà aussi là, toutes les arnaques autour des livraisons de colis qui s'améliorent, avec des fois des photos du colis avec tes coordonnées sur l'affiche, générées par IA. Ouais, c'est... Exactement, et je vais pouvoir faire ça, et je vais pouvoir éventuellement générer une photo en bas de chez toi, puisque je vais trouver ton adresse sur Papers. Après, j'ai la Google Street View. Voilà, exactement, j'ai le Street View, j'ai intègre un camion UPS, j'ai votre colis, je suis devant chez vous. À un moment, Bah oui, tu payes. Ouais. Donc j'imagine, tu mets ta CB, tu vois. Donc globalement, moi j'ai un peu cette bipolarité. Je suis inquiet des attaques qui vont arriver. Et à la fois, c'est favorable à mon business. Donc, Et puis excité intellectuellement de dire, mais c'est comme les policiers et les truands, tu vois. T'as un côté de qui va gagner. Et je vais pas dire que c'est un jeu, mais il y a... C'est pas un jeu, mais je dirais que le jeu du chat et de la souris est perpétuel. Ouais. Et c'est ce que je trouve fascinant, moi, dans la cyber. Vraiment. Et alors, ça ne se termine jamais. L'IA aussi va aider. L'IA va aider parce que nous, on peut éventuellement faire cette analyse de toi, et on en revient à mon histoire de posture. Dans ta vie numérique, tu as des faiblesses. Et moi, je peux utiliser l'IA pour faire ce scan moi-même, enfin en tant que Riot, tu vois. On va scanner... Donc, tu fais l'OSINT. On va scanner tes 10 employés, on va dire,
Manoa, elle partage sa photo de profil sur LinkedIn. Je reprends mes exemples, bon, je les recycle, ad nauseam comme on dit. Manoa, peut-être que je peux lui envoyer un message sur Slack, vous utilisez Slack j'imagine, en lui disant Manoa, va sur tes paramètres de confidentialité sur LinkedIn, tu cliques là, t'as caché ta photo de profil, derrière je vais vérifier qu'effectivement elle l'a fait avec un agent, et je peux te dire voilà l'impact que Riot a eu sur la sécurité de Manoa, on a réussi à lui demander de cacher sa photo de profil, elle l'a fait. Et donc la posture de Manoa est améliorée, et peut-être que Manoa est moins ciblé que le podcast du voisin. Personne n'attaque Manoa, vous m'écoutez? Non, les hackers ne feraient jamais ça. On a fait l'état des lieux de ce que propose Riot aujourd'hui. Ouais. À 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est quoi la tendance et les sujets sur lesquels vous voulez vous positionner? Je pense que Riot est encore très vu par le marché comme une solution de sensibilisation. Moi, je pense que Riot, c'est un produit B2C. Je pense pas que ce soit une boîte B2B. Je pense que l'utilisateur final, c'est Manoa et les autres employés de ce monde. En l'occurrence, à la fois les cols blancs, mais peut-être plus tard les cols bleus aussi. On devrait être vu comme ça. C'est-à-dire, toi, en tant qu'employé, tu devrais demander à ton employeur d'avoir Riot qui va faire une sorte de monitoring de ta vie, puisque là, j'ai parlé de la photo de profil, mais il y a des choses qui arrivent beaucoup plus ponctuellement et sur lesquelles on a besoin de faire un monitoring. Je pense par exemple, là, tu es dans une brèche de données, ton numéro de téléphone se retrouve dans un leak. Ça, c'est le genre de truc qu'on peut détecter, on peut prévenir Manoa. Désolé, Manoa. On peut prévenir Manoa et lui dire tu t'apparais dans un leak, ton numéro de téléphone est dedans. Voilà ce que ça veut dire pour ta sécurité, tu vois. Et donc, je dirais que ce service-là, pour moi, c'est un service personnel et on devrait rendre. Et si comme on en a parlé tout à l'heure, si on couvre que la partie professionnelle de Manoa, on fait pas bien notre travail. Il faut qu'on arrive aussi à faire la partie personnelle parce que peut-être que les hackers vont utiliser la vie personnelle pour attaquer ton entreprise. Et donc pour moi, c'est important qu'on ait ce positionnement d'outils consumer que les gens utilisent, un peu comme ils utilisent. Je trouve que la meilleure analogie, c'est Alan. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est l'entreprise qui c'est ton entreprise qui paye, mais c'est tes problèmes de santé personnels, tu vois. Et c'est important pour moi de décloisonner. Et donc, pour décloisonner, c'est des challenges produits, je dirais, de faire accepter à Manoa de partager un peu plus sur sa vie perso, bien que ce soit son employeur qui paye pour le produit. Et donc là, tu as un sujet de réassurance pour l'utilisateur final sur le traitement de la donnée. Exactement. Ouais. Et nous, je pense que moi, je suis profondément privacy first. Et c'est de l'évangélisation d'expliquer qu'effectivement, on est capable de faire un bon produit qui cloisonne, bien que tu payes en tant qu'employeur, que certaines infos que va nous confier tes employés ne soient pas accessibles à l'employeur. Voilà. Et alors, je continue l'analogie avec Alan. Voilà. Demain, je change d'entreprise. Ouais. Mes données chez vous sur peut-être mon compte mon compte chez Riot va être le même. Tu vas pouvoir déporter mes données en sachant que on va rester avec Manoa. Ouais. Chez Manoa, j'étais chez Feuille Blanche. Elle part pas Manoa. Elle restera j'espère bien. Feuille Blanche pour toujours. C'est ce qu'on appelle le passeport chez nous. Ouais. C'est-à-dire tu passes d'une entreprise à l'autre et ça nous arrive beaucoup plus souvent maintenant parce qu'on couvre quand même 2 millions d'employés. Ouais. Et dans les 2 millions d'employés, ça arrive qu'ils passent d'un de nos clients à un autre de nos clients. Et donc, on est en train de développer ça. On l'a pas encore fait, mais ça fait partie des sujets du moment. Bien sûr. On n'avait pas vraiment ce problème quand on était petit. Oui. Maintenant, on a 2 millions d'employés. Donc, où tu as des employés qui arrivent dans une nouvelle boîte et disent pourquoi il faut que je refasse tout. Exactement. Oui. Exactement. Ouais. Les autres sujets sur lesquels vous voulez aller, tu vois, peut-être dans les... Là, aujourd'hui, tu fais beaucoup de prévention, beaucoup de conseils de j'ai scanné, je t'aide à modifier des choses. Est-ce que demain, il y a même des outils je sais pas comment... Moi la cyber, c'est un grand domaine. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est l'employé. C'est ma seule limite. Et tant que ça touche l'employé et sa cybersécurité, ça m'intéresse. Et donc, je te donne un exemple absurde, mais c'est pas improbable qu'un jour, on fasse un gestionnaire de mots de passe. Parce que l'utilisateur final, c'est l'employé. Et donc ça peut m'intéresser, tu vois. Et pareil, tu es sur le pro, le perso. Exactement. Et peut-être que... Donc ça, c'est pas improbable qu'un jour, on fasse un gestionnaire de mots de passe. In fine, moi, ma vision pour Riot, c'est qu'on soit l'Employee Security Company, c'est-à-dire qu'on couvre tous les besoins de la sécurité de l'employé.
Mais c'est la limite que je me fixe, c'est que ça touche toujours l'employé. Et aujourd'hui, tu vois, je pense à des Dashlane. Eux, tu penses qu'ils vont aller... Utilisateur Riot. Ouais. Ouais. Que demain, eux pourraient vouloir aller sur vos terrains de jeu à vous. Je pense moins. C'est peut-être moins naturel dans ce sens-là. Mais on sait jamais. Il y a des gros concurrents. Sérieux. Il y a peu d'innovation, je trouve, Ouais. dans le domaine de la cyber. Il y a des gros concurrents. En fait, on a un gros concurrent par pays à peu près. Ok. Mais il y en a peu qui ont des produits que je trouve intéressants. T'as fait pré-seed, seed, série A, série B. On baigne dans l'oseille. Non, ma question, c'est est-ce que là... Est-ce que ma VP Finance va me tomber dessus? Voilà, c'est marrant. C'est ça la question. Et ça dépend de comment tu vas répondre à la question qui vient, mais il y avait des enjeux d'acquisition aussi, croissance externe dans justement ces pays étrangers, j'imagine notamment en Europe. Aujourd'hui, on pense que c'est un anglicisme, unfocus. Mais aujourd'hui, on s'étend en Italie, en Espagne, Vous y allez en direct. au UK et aux États-Unis. On a décidé que au lieu d'ouvrir un bureau en Italie, en Espagne et au UK et d'avoir des petits rioters partout, on a décidé qu'on aurait un headquarter européen et que tout le monde serait sous le même toit. Tu m'as dit, avant qu'on ouvre, j'ai fait même ouvrir là-dessus, on veut valoriser le French Dream. Ouais. Oui, parce que moi, du coup... Encore un anglicisme. Non, mais c'est vrai, un French Dream. Mais c'est un peu le contre-pied de l'American Dream, Ouais, tu vois. bien sûr. Moi, je crois profondément à ça. Je passe beaucoup plus de temps aux États-Unis maintenant. Puisqu'on lance le marché américain, j'aurais aimé passer la moitié de ma vie, mais la vérité, c'est que j'y passe plutôt un quart. Et plus je passe de temps aux États-Unis, plus j'aime mon pays. Et je me rends compte que les Américains, ils ont leur American Dream, tu vois. Mais on peut aussi, nous, avoir un French Dream, un peu qui est le contre-pied de l'American Dream, qui, globalement, est dans une quête perpétuelle d'argent et surtout de possession, tu vois, d'avoir de plus en plus de choses, d'avoir 3-4 voitures, d'avoir le frigidaire, tu vois, d'1,80 m de large. Peut-être que nous, on peut avoir un French Dream qui dit... en fait, on vous emmerde, c'est pas ça le kiff. Le kiff, c'est le petit verre de vin naturel à 19h au soleil, en terrasse, et pas vos villes où t'es juste en voiture toute la journée, quoi. Avec Notre-Dame, la Seine. Exactement, et moi je crois profondément à ça maintenant, et je suis prêt à investir là-dessus, puisqu'on a décidé que Paris était la plus belle ville d'Europe, et que... J'aime bien le on a décidé, en tout cas. Bah ouais, vous avez on s'est posé la question, ouais. tu vois, on s'est dit, est-ce qu'on va ouvrir un bureau à Lisbonne qui semble être le consensus de les hubs européens se foutent à Lisbonne, ou à Barcelone, ou à Amsterdam, ou à Dublin. Dublin, qui a envie de s'installer à Dublin, et ben peut-être qu'on peut rêver autrement. Au moins une fois dans l'année pour une certaine fête. Peut-être pour la Saint-Patrick, mais en attendant, Paris reste une ville qui est très très agréable à vivre une grosse partie de l'année, tu vois. Alors ça, justement, je sais pas si on vous l'a dit, mais j'imagine tu l'as entendu. Est-ce que les gens vont venir? Est-ce que les talents vont venir tous vous rejoindre à Paris plutôt qu'à Lisbonne ou ailleurs? En fait, on a eu aussi une réalisation, c'est que on a commencé par l'Italie, nous. Les Italiens, ils n'ont pas de start-up. Et il n'y a pas d'Italiens ambitieux en Italie. Ils sont autre part. Et donc, si tu veux... Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, ceux qui sont ambitieux. Il y a évidemment quelques exceptions, mais on n'a pas eu l'impression que c'était facile de recruter en Italie. Okay. Et que les talents étaient là-bas. Ils étaient... Tu vois, le mois dernier, on a recruté 2 Italiens qui étaient à Berlin. Sorry, mais je pense que Paris peut s'asseoir à la table de Berlin et dire je suis une ville plus attractive, tu vois. Donc on a évidemment, tout le monde nous a dit que c'était entre 1h et 6h du matin. Peut-être, mais Paris, de ce point de vue-là, j'en suis un digne ambassadeur et tout à fait agréable de 1h à 6h du matin. Il y a de quoi faire. Ouais. Et peut-être de façon plus saine. Donc vous faites ce choix d'investir Paris. On a pris un immeuble de 2200 mètres carrés. Où ça? Sur le canal Saint-Martin. Donc on a poussé le kiff. Hein. On s'est donné du mal. Et avec donc des ambitions européennes, mais pas des ambitions d'acquisition. Je reviens sur ma question. On aura des ambitions d'acquisition. Et peut-être qu'on aura le sujet au moment de moi président. Mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles les gens font des acquisitions.
Et on commence à développer un peu une stratégie d'acquisition, mais probablement que ce sera post-série C. Ok. Voilà. À l'inverse, Ouais. et pareil, ça, ce sera ta VP Com ou ta VP Finance qui te tapera sur les doigts, mais vous avez déjà été approché justement pour vous racheter. Oui, plein de fois, ouais. Ouais. Et je pense que pour construire des belles boîtes européennes, belles boîtes françaises, il faut dire non beaucoup. Et donc j'ai beaucoup dit non. Ouais. Et je leur ai dit non en disant mais C'est on trop n'a tôt. rien à voir. Notre plus gros concurrent américain, il est à Tampa, Florida. Donc si, qu'est-ce que j'irais foutre à Tampa, Florida, tu vois. Donc on s'est parlé, je leur ai dit mais culturellement pas du tout bon fit en fait. Je vous kiffe pas trop en Donc fait. c'est quoi? C'est le projet, c'est la projection d'intégration, c'est les montants, c'est on peut aller beaucoup plus loin Ah en non, mais on n'a Europe. même pas du tout parlé montant. Je leur Ouais. ai dit non, mais ça n'a aucun intérêt. Je pense on n'a pas besoin de se parler plus que ça. Je le vois pas. Je pense que vous le voyez pas non plus. Donc, je pense que nous, on peut créer une très belle boîte européenne. Tu penses que des fois on a on vend besoin trop de- tôt? Le On vend trop tôt nos boîtes? Ouais, je pense, ouais. Mais je pense que ça va changer. J'ai une solution pour ça. C'est le secondaire. Il faut faire du secondaire en cours de route. Et il faut que les VC C'était français. pas ton sujet de moi président? Non. Non, ok. Non, Donc faire du je couperai secondaire. pas l'herbe sous le pied comme Ouais. ça. Je sais pas, j'étais prêt à appuyer J'ai encore sur le des bouton, surprises. Non, je pense que moi j'ai fait du secondaire à la série B et ça me donne juste Série A Un aussi. série A aussi, Ouais. série B. Je pense que c'est important, ça donne de l'énergie pour faire 50 plus, tu vois. On réexplique juste quel secondaire. Ouais, le secondaire, Ouais. c'est en plus tu fais rentrer des nouveaux investisseurs autour de table. En plus d'investir dans la boîte, ils achètent aussi une petite part, vraiment toute petite part de tes de tes actions. actions. Tu Pour récupères que tu de fasses un peu de cash out. un peu d'argent. Ouais. Et Ce ça, qui en te fait, dérisque, en fait, ouais. ça a eu un effet un peu paradoxal sur moi que j'avais pas prévu. C'est que ça me dérisque. C'est-à-dire, je me dis, bon, bah, maintenant on peut prendre beaucoup plus de risques parce que j'y vais serein. Ouais. j'ai déjà cash out un peu. Parce que ce qui se disait, c'est s'il prend du cash, il aura moins envie de travailler. Ouais. C'est faux. Moi, j'ai plus envie de travailler de plus en plus, Non, mais justement, c'est. je fais aussi pas grand-chose de mon argent, donc je pense que je suis particulièrement mauvais pour ça. Ouais. On peut pas être focus sur tous les sujets. Ouais. De ce point de vue-là, je sais pas trop bien ce que j'en ferais. Je fais des belles vacances, quoi. C'est à peu près tout. Ouais. Mais Au moins, tu sais que si demain il y a un problème, ça c'est de côté. Ça, exactement. Ça te donne envie de rêver plus grand. L'expérience October, t'avais aussi peut-être appris des choses. C'est pas ta première boîte. Ouais, ça c'est sûr. Chez October, on a levé 60 millions, jamais fait de secondaire. Et de fait, October, ça s'est bien terminé. C'est-à-dire, on a revendu la boîte à un groupe. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. Et on a vendu à Soprasteria, Banking Services, je crois, SBS, de mon souvenir. Et de fait, on l'a vendu, mais financièrement, c'était pas intéressant. Les founders n'ont jamais récupéré d'argent. Parce que c'est les investisseurs qui prennent d'abord l'argent, et il y en avait pas assez pour que ça arrive jusqu'aux founders. Donc tu peux créer une boîte c'était un beau rachat assez quand même, dingue. Ouais, bien sûr. Non, j'enlève rien à ça, mais c'est intéressant de dire pour ceux qui sont dans ces réflexions-là que tu peux monter une boîte très haut, lever beaucoup d'argent, qu'à la fin, potentiellement, malgré tout, c'est pas une opération gagnante financièrement. Tu peux avoir, exactement, mais je pense dans tes deux autres podcasts, Cash Out et c'est quoi l'autre? Planté, pardon. En plus, le nom est très bien. Tu dois l'entendre souvent, quoi. Tu peux réussir ton aventure entrepreneuriale et pour autant ne pas revoir ton argent. Ouais. Et donc ça a participé aussi à ta volonté de dire je mets de côté. Alors je sais pas si c'est à chaque tour, mais en tout cas régulièrement. Ouais, je pense que c'est quand même bien parce que c'est un boulot qui est éreintant. Tu bosses, tu vois, 12 heures. Chez October, j'ai bossé 12 heures par jour pendant 5 ans, tu vois. Globalement... En arrivant après Olivier et en partant avant. Ouais, exactement. Alors Olivier devait bosser 12 heures et 20 minutes par jour. Donc... Juste, il s'assurait d'être là 10 minutes avant moi. Peut-être qu'il te traquait. Ouais, exactement. Il devait... Déjà à l'époque. Ok. J'accélère volontairement, je vois le temps qui défile. J'ai à la fois des questions de proches à toi
que je veux te partager. Ah oui. J'ai aussi des rubriques qui sont incontournables dans 40 nuances de Next. Alors écoute, Je on m'attends au pire. Hein. va faire un petit arrêt avec Pierre Entremont. Vous avez un message. Salut Ben. Alors ma question mystère est au sujet de Y Combinator, l'accélérateur de start-up que tu as fait au début de l'aventure. J'étais curieux, avec le recul, de savoir quelle était ta réflexion dessus, puisque tu étais dans une situation à l'époque où tu avais déjà entrepris, donc il y avait plein de choses que tu n'avais pas à apprendre, et d'autre part, sur une population de clients plutôt Europe qu'américaine quand même. Et donc, c'est deux critères qui, habituellement, font que peut-être c'est un programme qui peut être un peu moins utile que pour quelqu'un qui n'a jamais entrepris et qui vend aux États-Unis. Et donc, j'étais curieux de savoir, rétrospectivement, est-ce que tu es quand même content de l'avoir fait ? Est-ce que à quel point tu penses que ça t'a apporté des choses ? Et peut-être même, si on tire le trait, dans l'hypothèse, tu devrais recommencer une nouvelle boîte dans le futur, avec l'expérience supplémentaire que tu as, est-ce que tu referais YC ou est-ce que cette fois-ci tu ferais 100 ? Voilà. Je crois que je n'ai jamais vu Pierre aussi consensuel dans sa question. Je m'attendais au pire. Ah oui, Et, tu pensais qu'il allait être rentré dedans ? Ah non, mais Non. il a beaucoup, il est top, Pierre. Mais il a beaucoup d'opinions et je pensais qu'il allait me faire une question vraiment mystère. Avec la question qui tue. Ouais, exactement. Ouais. Et juste pour la petite histoire, Pierre, c'est notre premier investisseur. Bon, juste après Y Combinator. Et il a dit oui en 25 minutes. Donc on s'est parlé 25 minutes. Il dit ok, bon, on va investir 1 million, un peu plus même. Et quand j'étais encore à Y Combinator. Donc la boîte avait 3 mois. Via son fonds ? Via First Capital, ouais. Ok. Ouais. Et donc pour répondre à la question de Pierre, oui, moi je referais Y Combinator. Je pense qu'il faut avoir l'humilité quand même de ce qu'on fait. Et j'avais fait une fintech, oui. Bon, je repartais de zéro. Là, je fais un B2B SaaS, ça n'a rien à voir. Et je pense que le principal apprentissage de Y Combinator, c'est de mettre ses standards au bon endroit. Et on est entouré à Y Combinator de gens qui globalement cartonnent mais 10 fois plus que toi. Et je pense que c'est principalement ce que j'en ai tiré, c'est de mettre mes attentes à un niveau qui est bien supérieur à celui que j'aurais eu si j'avais commencé Riot en France. Voilà. Donc tu le referais ? Ouais, je le referais, ouais. Quel que soit le sujet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et en plus, c'est 3 mois que tu dédies à la boîte au début. Et t'es à San Francisco, donc globalement, c'est un bon environnement, je trouve, San Francisco, pour commencer une boîte. Ça grouille d'idées, de talents. Surtout, il n'y a rien à faire. Donc, si tu veux, t'es pas au vin naturel à 19h. Ouais. À San Francisco, t'es chez toi en train de coder jour et nuit, quoi. C'est l'avantage. Donc c'est un gros sprint. Ouais. C'est un gros sprint, ouais, mais tu sais que ça dure que 3 mois, donc c'est un sprint qui se termine quand même. Ce qui se terminera aussi, c'est cette interview, mais je veux absolument passer toutes les questions. Et il y en a une qui s'enchaîne assez bien, c'est celle de Louis Cibot. Ah oui, ça qui est mon associé. Ouais. Vous avez un message. Hello le Ben, si Riot n'existait pas, tu ferais quoi aujourd'hui ? C'est une bonne question. Et j'y pense parfois, et en fait, j'ai envie de faire du jeu vidéo après. Et donc ça n'a rien à voir. Toujours dans l'entrepreneuriat. Oui, bien tu sûr. Pas être joué à une manette, à des jeux. Ah bah non, ça serait énorme de dire ça. En fait, je serais bien en slip chez moi, à rien faire. Je sais pas si ça vous dit, mais non. Je trouve que il y a plein de trucs intéressants à faire dans le jeu vidéo et j'ai pas encore vu l'impact de l'IA dans le jeu vidéo. Et je pense qu'il y a des trucs très intéressants à créer qui sont pas encore créés. Et l'IA devrait avoir un impact profond dans le jeu vidéo et je suis assez déçu ce qui sort aujourd'hui. Donc ouais, si j'avais pas Riot... Toi, tu parles de ce qu'on met dans la main des utilisateurs et des gamers. Ouais. Où je trouve qu'il y a tout un nouveau univers de jeux vidéo à développer autour de l'intelligence artificielle et qu'on n'a pas encore vu. Donc je ferais ça, je pense. Ok. Et donc s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont dans ces sujets-là, ça m'intéresse d'en parler. T'investis dans quelques boîtes ? J'investis. Okay. J'investis des tout petits tickets, donc quelques milliers d'euros en général. Ok. Ouais. T'as déjà pu voir des bons coups ou des mauvais coups ? Non, globalement, c'est proche du bénévolat pour l'instant. mais je suis ravi de le faire, hein, notamment parce que ça me permet de me confronter à d'autres problèmes et je pense qu'on apprend des choses quoi qu'il arrive en investissant.
J'enchaîne avec Vas-y. une question, toujours de Louis. Vous avez un message. Quel est le truc que tu as appris sur toi-même en tant que CEO que tu n'aurais jamais deviné avant de lancer la boîte? Difficile cette question. Hein. Je pense que j'avais un gros syndrome de l'imposteur. En commençant Riot, je me disais que ça allait être très compliqué de créer une boîte et en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Donc je pense que... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, je reste sur le syndrome de De l'imposteur, je pense que mais c'est un truc que tu entends souvent. souvent, Ouais. tu le ressens un peu moins qu'avant. Mais c'était quoi les questions que tu te posais sur toi ou te disais est-ce que je suis capable, est-ce que c'est moi, etc. Et qu'est-ce qui fait que ça a un peu évolué en tout cas? Je pense que ça évolue quand plus tu avances dans l'aventure et plus tu te rends compte que tu es capable de faire les choses, tu vois. Mais moi, j'avais un peu un imaginaire du chef d'entreprise qui ressemble plus à du costume de cravate et des gars qui sortent d'HEC. Et c'était une erreur. Et je pense que, d'ailleurs, ça pourrait faire partie de mes combats. Tu vois, moi, j'ai fait l'Epitech, qui est une école Ouais. d'informatique. C'est une très belle école. Hein. Il y a des développeurs exceptionnels Ouais. à l'Epitech qui sont d'ailleurs maintenant répartis dans le monde entier et qui Exactement. font tourner les boîtes qu'on utilise au quotidien, dont on parle jamais. L'Epitech est particulièrement mauvais pour mettre en avant ses anciens élèves et qui ont globalement un impact mondial sur la tech. Mais bon. Et à l'Epitech, pas une seule fois, ils te parlent d'entrepreneuriat. Ça n'existe pas pour eux. Ah ouais? Ouais. Donc tu vois, mais je pense que les mentalités sont en train de changer parce que la vérité c'est que les plus belles boîtes françaises aujourd'hui sont créées par des pas forcément des développeurs mais en tout cas des ingénieurs. Et il y a eu au début de la je vais faire court, je sais que on a dépassé le chrono temps. mais Non, on s'en fiche. il y a eu toute une première vague d'entrepreneuriat qui était très école de commerce. Commerce. Ce qui à mon avis est moins le cas maintenant. De moins en moins. Et puis après, t'as des binômes, des trinômes, des quatuors, avec des compétences très variées. Ouais, je comprends, mais souvent maintenant le CEO, tu vois, tu te l'imagines plus comme un ingénieur que comme Ouais. un mec qui sort d'HEC, quoi. Et je pense que c'est aussi lié au rôle modèle qu'on se donne, tu vois. Je pense qu'il y a plus de rôle modèle aujourd'hui. Je pense à, tu vois, Jean-Charles Dallan, puisqu'on a Ouais. pas mal parlé d'Alan. Jean-Charles Samuelian. Benjamin Saada, que Ouais. j'écoutais en venant, tu vois, qui sont tous les deux ingénieurs, tu vois, de belles écoles d'ingénieurs de France. Et ça prend du temps, tu vois, de se créer des rôles modèles. C'est un truc que je pense que c'est aussi ça, on parle pas mal d'entrepreneuriat féminin et du fait qu'il me manque des femmes dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est aussi un truc qui se crée avec le temps. On va avoir des femmes qui font des très belles boîtes et qui vont devenir des rôles modèles. Je pense qu'on a besoin de plus de femmes qui deviennent des rôles modèles pour que les femmes se disent, bah, Ça prend du temps parce que depuis 2010, pardon, on dépasse pas les 30%. ouais, bien sûr, mais bon, ça prendra Or, du temps. on parle bien de 50% de l'humanité, donc il faut du temps. À l'Epitech, Ouais. à mon époque, il y avait 3% de filles. Donc, Ah oui. Non, ça ça complique prend les du choses temps, aussi. Ça prend du Ça temps. complique les choses. Je te propose, parce qu'il est gourmand, Louis, ton associé. Ah ouais? Il est gourmand. Et il me propose une dernière question que je te passe. Vous avez un message. C'est quoi ton guilty pleasure dont personne n'est au courant? Mais lui doit être au courant. Je pense que lui, il est au courant. Guilty pleasure. Mon guilty pleasure, c'est les bains. Je prends beaucoup de bains. Ok. Alors, je sais Ça, pas c'est- quel c'est- fil tirer autour de Non, ça, mais c'est une bonne réponse, non? Ouais. J'ai l'impression d'être un peu japonais. Tu sais, les Japonais, ils ont vraiment les onsen où ils passent du temps dans, tu les vois, bains chauds, un bain et chaud, ouais. etc. Je suis un peu japonais sur les bords. T'es allé? Je suis allé une fois, ouais. Ouais. Il y a eu au mois d'août et il faisait 45 degrés. Mais c'était super. Hein. Super voyage. Je propose qu'on continue de voyager, mais alors plutôt sur la partie business et entrepreneuriat. Tu as une carte blanche, une claque et un mois président à nous partager. Ok. Tu veux commencer par quoi? Le mois président. Je le savais, Ouais, je parfait. le sentais. J'ai l'impression que ça va être le plus simple. Tu fais durer le... Ok. C'est incroyable, c'est jingle. Hein. Ouais, il est venu tourner là en studio. Il était, ouais. C'est lui qui a. Parce que c'est Évidemment, notre projet. évidemment, tu te doutes bien. Ton projet à toi, Benjamin. Ouais, j'avais réfléchi à cette question et en fait, on a une règle chez Riot, c'est qu'on parle ni de religion ni de politique.
qui est plutôt coutume en entreprise. Ce qui est raisonnable. Ouais. C'est marrant parce que du coup, vous me forcez à parler politique. Alors, Et donc j'ai essayé de prendre quelque chose qui soit pas conflictuel. Tu vois. Ouais, et puis de toute façon, tout est politique. Qu'on parle de l'éducation, de la santé, de la sécurité, peu importe, tout est politique. Ouais. Ben, du coup, j'ai pris quelque chose qui, moi, me tient à cœur, c'est le préavis. Donc, c'est un peu inhabituel. Je t'explique. Donc, t'as compris, on fait beaucoup de recrutement. Ouais. Quand tu recrutes quelqu'un, imagine, je recrute un sales, un account executive, un commercial en français. Nous, nos revenus sont quand même très liés au nombre de sales qu'on a. Point numéro 1. Quand tu dois recruter, on en recrute, aujourd'hui on en recrute probablement une 50aine dans l'année. Tu fais une offre à quelqu'un, la personne, dans le meilleur des cas, elle est là dans 3 mois. Parce que elle démissionne, et quand tu démissionnes, tu as un préavis de 3 mois. Ce qui est complètement absurde. Parce que tu es volontaire pour partir de l'entreprise, probablement tu bosses plus. Parce que tu es déjà autre part. L'entreprise Voilà, dans laquelle c'est tu es pas bon encore. pour l'entreprise, mais par défaut, tu restes 3 mois dans l'entreprise à te tourner les pouces. Après, ça se négocie. Ça se négocie, mais chez nous, c'est très rare que les gens arrivent à le négocier. Ok. Et donc ça, c'est mon combat. Et parce que le problème, c'est que nous, aujourd'hui, donc tu l'as dit en début d'épisode, on fait plus de 20 millions de revenus. Je pense qu'on ferait encore plus de revenus si on avait réussi à recruter plus rapidement. Et quand tu ouvres une poste pour un commercial, tu passes tes 100 heures à faire des entretiens et à trouver le bon commercial que tu as envie de recruter. J'évite les anglicismes. T'inquiète. Ça te prend 2 à 3 mois globalement de trouver le bon talent. Et ensuite, il arrive 2 à 3 mois plus tard. Et ensuite, pendant 4 à 5 mois, il est en onboarding. Et donc, en fait, il commence... réellement à produire les revenus dans attendus un an. qu'un an, voire un peu plus. Ouais. Tu vois. Et donc, ça crée une énorme latence dans ta croissance. Et si on raccourcissait, tu vois, ce délai de 3 mois, 1 mois, je pense qu'il y a des entreprises comme nous où on aurait beaucoup plus de facilité à grossir. C'est super intéressant parce qu'on est principalement écouté par des entrepreneurs assez capés qui ont des dizaines, centaines, parfois milliers d'employés. Donc là, toi, tu es du côté du recruteur, mais je peux pas imaginer que tous ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui recrutent, sont pas aussi parfois ceux chez qui on vient chercher des talents. Et donc, tu vois, Et nous, on applique cette règle, c'est-à-dire quelqu'un qui démissionne chez nous, bah, il est parti dans 1 mois. Donc, tu vois, je dirais qu'on est perdant des deux côtés, puisque les gens qu'on recrute, ils arrivent dans 3 mois. Les gens qui démissionnent, bah, ils partent hyper rapidement. Donc, c'est un message à tous tes petits confrères. Ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à mener ce combat. Et que j'ai retrouvé que Arthur Mensch de Mistral disait la même chose que moi. Il se bat là-dessus aussi. Que Charles Gorintin, en son temps, se battait aussi sur ce sujet-là. Et en fait, n'importe quelle start-up en croissance forte, comme ça peut être le cas de Riot, puisqu'on a grossi de 100% sur l'année dernière, mais c'est quoi? C'est bloqué combat dans ta croissance par ce truc. C'est le combat de startups qui sont en très grosse croissance versus des entreprises plus traditionnelles, peut-être plus lentes. Il est là le combat, ou il est simplement sur des mentalités qui n'arrivent pas à changer? Moi, je pense que c'est un reste du passé, tu vois. Les 3 mois, c'était une époque où il n'y avait sans doute pas Internet. Ces règles, elles existent, tu vois, comme c'est des règles antiques, je dirais. Et je l'ai amené à Gabriel Attal, parce que je me suis retrouvé à table avec Gabriel Attal à un moment. Il en avait rien à foutre. Mais je comprends en fait assez bien, parce que c'est un combat qui n'intéresse personne, quoi. Imagine, t'es un homme politique, tu vas sur un plateau et tu dis « J'ai une grande idée. » Le préavis, bah voilà, c'était 3 mois, ça va être 1 mois maintenant. Les gens vont être là. En fait, t'as pas compris le besoin des Français, tu vois. Mais en fait, pour le coup, en vrai, ça pourrait se défendre parce que c'est censé arranger tout le monde, y compris en premier lieu pour le collaborateur. Bah, c'est lui qui veut partir. Qui veut partir. Si on le licencie, je suis d'accord, ça devrait être 3 mois. Mais si lui, il veut partir, ça devrait être 1 mois. Et je pense que ça aurait peut-être un effet secondaire, qui est que les gens seraient sans doute mieux payés. Parce qu'on aurait plus de... on aurait envie que les talents qu'on n'a pas envie de faire partir. Tu vois. Si un de mes talents part et que je me dis, bah, ok, il part, mais j'ai 3 mois pour trouver quelqu'un d'autre. Bon,
peut-être que je mets pas les filets de sécurité pour le garder, tu vois. Je me dis, bah voilà, tout le monde est remplaçable, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas, mais bon. Passage. S'il partait en un mois, bah peut-être que moi je m'arrangerais pour qu'il soit augmenté plus régulièrement et que Ils partent pas. et qu'il parte pas, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un combat sain. Je pense que c'est une décision politique qui va être compliquée parce qu'elle n'est pas, elle passe mal sur BFM. Mais je serais curieux il faut d'avoir que quelqu'un le mène ce combat. les avis en commentaire ou en MP pour prendre un peu le pouls là-dessus. Voilà, plus de fluidité dans le marché. Ok. Voilà. Comme tu as C'est ça, mon dit, combat. je prends les sujets les plus simples les uns après les autres jusqu'aux ouais. plus compliqués. On part avec ta carte blanche ou avec ta claque? Carte blanche si tu veux. Eh ben, Carte blanche pour 40 nuances de Next. Ce dont je voulais parler pour la carte blanche que tu as eu la gentillesse de me donner, c'était de l'entrepreneuriat en France et on peut créer des très belles boîtes en France. Mais on en a déjà pas mal parlé. On a parlé, à mon avis, et c'est important, je vais le répéter. du French Dream. French Dream. Je pense qu'on peut avoir un French Dream et je pense que c'est aussi un message politique de dire peut-être que l'American Dream, c'est pas là où on veut aller. C'est pas ce qu'on cherche à faire. Et j'ai l'impression de plus en plus qu'en France, on regarde les États-Unis comme le Graal absolu. Et tout devient un peu américain chez nous dans nos vies. Et on peut avoir une direction différente et dire, mais en fait, c'est pas ça la France, c'est pas ça l'Europe. C'est un message qu'on peut porter au niveau européen de La dire. French Way of Life. On s'en fout de ce que vous pensez aux États-Unis. On n'a pas envie d'avoir ça chez nous. Et je te donne un exemple très simple, mais qui maintenant me saute aux yeux. On est à Paris inondé de café à l'américaine, tu vois. Le café à l'américaine, c'est ces petits endroits où tu passes, tu prends ton truc à emporter et on écrit mal ton nom. Et on écrit mal ton nom dessus, tu marches avec. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a importé ce truc. On avait sous nos yeux le café comptoir, le café terrasse. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir ce truc un peu instantané, l'équivalent du fast-food version café. Alors en plus, tu pourrais imaginer le café à emporter, ce qui n'est pas gênant en soi, ou c'est du bon café. Exactement, mais à la limite. Mais moi, je comprends pas cette histoire. Donc vraiment, pour moi, ça reste un mystère. On avait un truc parfait sous les yeux et on a importé ces lieux un peu brutalistes, tu vois, où ils te font ton café. Parlons même pas du prix, ils te demandent un tip. Vraiment, à l'américaine, ils ont importé tout ce qui est marché aux États-Unis. Moi, je pense qu'on peut rêver autrement. Et je pense qu'on peut mettre, tu vois, une comparaison simple, le café à la française en terrasse, où on prend le temps, où potentiellement tu es avec d'autres gens et tu passes un bon moment, versus ce café solitaire que tu prends à emporter et que tu vas consommer en marchant. Éventuellement, t'ébouillantant les mains parce qu'ils les remplissent à bord. Je ne comprends pas. Donc en fait, t'es même pas en train de vouloir promouvoir un nouvel imaginaire. Il y a une réalité. J'ai dit, il faut être fier de ce qu'on a créé. Ouais. Et le revendiquer. Et le revendiquer, et je pense que c'est un message politique. Je pense que qui que ce soit arrive en 2027 devrait avoir un message de French Dream qui est, en fait, on a un très beau pays il faut se rendre compte quand même de la beauté de ce pays, tu vois. On a les Alpes, on a la Côte d'Azur, on a la Corse, on a Biarritz, on a tout à portée de main. C'est fabuleux parce que tu es entrepreneur et tu es en train de décrire tous les atouts qui font la carte postale. Mais tu disais aussi, tu n'as pas développé là-dessus, mais que c'est aussi un territoire d'entrepreneurs et qu'on peut y développer des boîtes. Ouais. Bien sûr. Ambitieuse. Et souvent, ce qu'on nous répète, c'est ouais, mais le droit du travail en France, il est trop compliqué. Il est trop compliqué, c'est horrible le droit du travail en France. Mais il est compliqué aussi dans les autres pays européens. Et il est compliqué aux États-Unis aussi. Et en fait, l'avantage, c'est qu'on connaît nos règles. Donc voilà, on joue avec nos règles. Il y a ce projet de 28e État européen. Ouais, j'ai vu ça, mais là, c'était vraiment une découverte pour moi quand on a commencé à s'étendre en Italie et en Espagne. On ne peut pas vendre aux grosses boîtes espagnoles et italiennes parce qu'ils veulent qu'on ait une entreprise en Italie et en Espagne. J'ai pas compris à quoi servait l'Europe. Mais le but de l'Europe, c'était pas cette fluidité du marché, de pouvoir vendre des Italiens, des Espagnols, sans avoir à créer des boîtes locales. Et donc ce projet de 28e État, c'est quelque chose que vous regardez de près ? Ouais, mais en fait, c'est un peu comme tout ce qui vient de l'univers politique. Ça va prendre un temps fou, ça va accoucher d'une souris, et la montagne va accoucher d'une souris. Et ouais, en fait, on s'accommode des règles, on fait ce qu'on nous demande de faire, et voilà. Puis t'avances. T'avances. Waouh!
Moi, j'avance vers la claque que j'ai presque failli lancer pendant que tu nous parlais parfois des contraintes. En fait, tout à l'heure, parce que je check quand même toujours quel est rapidement le gros sujet de la claque. En fait, j'en avais un, mais on m'a dit de pas en parler. Oui, non, une fois de plus, j'ai eu des règles. On m'a dit de pas parler des prud'hommes. Moi, les prud'hommes, c'était une claque pour moi, parce que j'ai jamais eu de problème avec la justice. Bon, même avec le FBI, jamais eu aucun problème avec le FBI non plus. Mais j'ai jamais eu de problème avec la justice et je pensais pas qu'en créant une boîte, j'allais avoir des problèmes avec la justice. Et c'est imposé à moi les prud'hommes qui, visiblement, font partie, tu vois, quand j'en parle aux autres entrepreneurs, de notre quotidien, tu vois, à tous, d'avoir des employés qui, tu vois, te poursuivent, quoi. Mais Et ça, moi, la justice, avant que tu le ça ne me vives, plaît pas, tu vois. J'ai essayé d'éviter à tout prix la justice, et il s'avère qu'en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas possible. Et ça, je l'imaginais pas. Ouais, justement, avant que tu le vives, tu le voyais comme une enclume, une épée au-dessus de la tête ou Non, pas du tout. non? Je pensais que ça m'arriverait pas. Parce qu'on traite bien les gens et que je suis bien sous tout rapport. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris de... J'ai appris qu'il y a des règles que je connaissais pas, et parce que simplement, c'est effectivement très compliqué, mais ça m'empêche pas d'être optimiste pour ce pays. Donc ça, c'est la claque dont tu ne peux pas parler. Non, on parlera pas de Ou tu en prud'homme. parleras en off. Mais tu as des claques perso aussi que tu as vécues. Claque perso, ouais. J'ai perdu la vue d'un œil. Il y a 2 ans, juste avant la série B d'ailleurs. C'était exactement la même période. C'est Et- lié? Non. Pas vraiment lié, mais j'étais en vacances au Mexique. Imagine-moi sur un transat dans un bel hôtel au Mexique et je commence à perdre la vue d'un œil. Mais c'est Et- quoi? C'est le soleil? Trop de soleil ou... Bah, je sais pas, parce que j'étais en train de travailler justement sur le deck de la série B. Tu vois, tu m'imagines en vacances en train de travailler sur le deck. Et donc je me suis dit, donc tu vois, j'ai googlé et Google répond, c'est une photokératite, qui est une sorte de l'équivalent d'un coup de soleil mais dans l'œil. Et tous les symptômes ressemblaient à ça. Et 4-5 jours plus tard, j'étais de retour à New York et ça ne passait pas, alors que la photokératite doit passer, tu vois. Et donc faut ma consulter. copine, elle me Ouais. dit, peut-être tu devrais consulter, non? Et donc je me retrouve dans le premier ophtalmo qui me prend à Brooklyn, qui me dit, ah non, mais c'est pas du tout une photokératite, ils font ce qu'on appelle le fond de l'œil. Il regarde, il dit, non, mais c'est pas du tout une photokératite. Et, Mais dis ce que c'est. et donc on lui dit, c'est quoi alors? Il dit, ah bah ça je peux pas vous dire. Je n'ai aucune idée. Ça peut être 35 trucs différents. Et là, j'avais j'avais des meetings toute la semaine parce que de fait, je préparais la série B. Je pense que Tu mets de côté. une de mes erreurs, c'est d'avoir fait mes meetings. Et donc je suis resté à New York, on était le lundi, je suis resté à New York jusqu'au vendredi pour faire mes meetings. Et je rentre en France et donc quand même là on commence à être un peu inquiet parce que ça faisait 10 jours que je voyais plus de l'œil gauche. Plus du tout. Je vois plus de la moitié basse de l'œil gauche. Donc c'est quoi? C'est un trait noir? C'est flou? Juste imagine des pixels morts quoi. C'est-à-dire que là, quand tu me regardes, Ouais. si tu fermes ton Là, je vois- œil droit... si Là tu je fermes vois pas ton les œil- caméras. Ouais. Ok. Ouais. Donc mais je vais si tu veux je vais y venir, mais en gros donc je suis rentré, j'ai fait une IRM en urgence et globalement l'IRM a rien montré, et assez rapidement ils se sont rendu compte que c'était la toxoplasmose, qui est une maladie Ouais. extrêmement courante puisque 30% de la population là, et que j'avais attrapé dans un ceviche au Mexique. Et en gros, la plupart des gens l'attrapent plus tôt dans leur vie, mais quand tu l'attrapes plus tardivement, Ça peut et avoir des notamment quand tu séquelles attrapes plus la version importantes. mexicaine ou sud-américaine, elle peut avoir elle peut attaquer un vaisseau dans ton œil et tu perds la vue. Ça peut être pris à temps. Ça aurait pu, à mon avis, les effets auraient pu être mitigés Ouais. si j'étais rentré en urgence. Mais je suis pas sûr que j'aurais fait les choses tellement différemment. Le travail est toujours passé avant ma santé, donc je pense que j'aimerais bien dire que ça serait pas le cas si ça se reproduisait, mais je pense que ce serait quand même le cas. Ça n'a pas changé ton rapport à la priorité. Je pense pas, honnêtement. Ouais. Je pense pas. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez fiable, et donc quand j'ai des rendez-vous, j'y vais. C'est quand même rare que j'annule les C'est choses. important. Ouais.
En revanche, ça m'a appris quelque chose sur moi-même que j'avais pas réalisé. J'ai réalisé que j'étais optimiste. Et ça, c'est très bizarre, non, à 34 ans, d'apprendre des choses sur toi. Surtout quand tu as été entrepreneur. Exactement. Et qu'a priori, Moi, je pensais que j'étais un grand pessimiste. Et en fait, je suis juste français. Et pas du tout, en fait. Je suis, tu vois, à aucun moment, je me suis dit, c'est terrible ce qui m'arrive. Tu vois, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Je me suis dit, Stoïque, on va vivre avec ça. On va tu vivre prends avec l'info. ça. Tu vois, bah Ouais. voilà, je vois plus Pragmatique, une partie de l'œil. Ok, Mais on du s'en coup, fout. tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Complètement plein. Enfin, non, je vais te dire pourquoi. Parce que imagine mon œil, c'est un rond, tu vois. Le truc a attaqué, la toxoplasmose a attaqué la partie basse gauche de mon œil. Elle aurait pu attaquer le centre. Mm. Et j'étais là, bah, en fait, c'est all good, tu vois. Si tu veux, le rosé a toujours le même goût après la toxo. Donc, si tu veux. Mais c'est sûr que c'était une énorme claque. Mais heureusement, je dirais, j'ai été concentré sur le travail et donc je l'ai jamais vraiment pris au sérieux, ce truc. Donc, et maintenant, je vis avec très bien. Tu vois, c'est juste un peu plus compliqué en vélo, je dois plus tourner la tête. Mais sinon, la vie est très belle. Hein. Qu'est-ce que tu n'as pas partagé pendant ces pas loin de 2 heures? Il y a plein de choses, dont on n'a pas le droit de parler maintenant. Donc, t'aurais dû me rencontrer plus tôt dans ma vie, avant que j'ai un comité exécutif qui me met des garde-fous. Eh ben écoute, moi mon quotidien, c'est de tenir à peu près les délais. Ouais. Je n'y arrive presque jamais. Jamais. Encore une fois. C'est quoi les je délais? n'ai Le pas format réussi. idéal, c'est quoi? Non, alors le 2 format heures? idéal, il n'y a pas de réponse à ça Ouais. parce que certains te disent il faut des 20 minutes pour le taux de complétion au maximum, d'autres il faut Ouais. des 2 minutes. Alors si tu penses que taux de complétion, il faut faire des 1 seconde pour être sûr d'avoir 100%. Nous, sur les formats longs, on est ultra content de dépasser les 70-80 Ok. de gens qui vont jusqu'au bout. Ce qui est quand même assez chouette sur des Ouais. formats qui font, normalement le format de départ il fait 1h30. Ouais. Et on se rend compte que souvent on On a dépasse. envie de dépasser. On a fait 2 heures, des fois c'est 2h30. Donc en fait, il n'y a que les auditeurs ou spectateurs maintenant qu'on est sur YouTube qui peuvent nous dire si c'est trop long. Mais généralement, quand c'est bien, ils écoutent peut-être pas tout, ils reviennent après Trop bien. pour avoir la suite. En tout cas, un immense merci beaucoup Benjamin. pour l'invitation. Comme on n'a pas abordé tout, Ouais, on se reverra. trop bien. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.